Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons patienter encore quelques instants que d'autres personnes nous rejoignent pour notre webinaire. Pour les personnes déjà présentes, vous avez sur votre droite un onglet chat. Je vous invite à nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend bien? Le son est bon, la vidéo aussi. C'est parfait. On va patienter encore quelques instants. Et après, on se lance tous les quatre. C'est OK. Bonjour Florian. On va patienter encore quelques instants. La régie, quand vous le sentez, vous me dites. Eh bien, écoutez, je vous propose de débuter. Alors déjà, bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire consacré à l'activité de coursier à vélo. Je m'appelle Nicolas Lochon, je suis Community Manager pour la société Portail Auto-Entrepreneur. Certains d'entre vous peut-être me connaissent via la communauté des entrepreneurs, groupe Facebook que j'administre. L'intérêt de ce webinaire, justement, ça va être d'aller des formalités jusqu'à la gestion au quotidien de son activité de coursier à vélo. Je vais sans plus tarder présenter nos invités du jour, à commencer par Faustine de la société Hyper. Faustine, tu es chef des opérations. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que fait Hyper? Alors, Hyper, c'est une société du coup spécialisée dans le dernier kilomètre de la livraison. Nous opérons principalement sur une vingtaine de zones en France, dans les plus grandes villes. Et du coup, en fait, nous travaillons avec de grands transporteurs et on récupère tout leur flux petits colis, donc de la carte bleue jusqu'à la boîte à chaussures. Nous les récupérons le matin, nous les stockons dans nos hubs et le soir, nos coursiers viennent récupérer un sac à dos contenant une vingtaine de colis en moyenne et partent en tournée. Donc, on leur a administré un trajet optimisé leur permettant en fait d'opérer toutes les livraisons sur un temps de 4 heures, donc de 17h à 21h. D'accord, merci Faustine. Maintenant, je vais m'adresser à Clément de la société Aria. Clément, tu es le cofondateur et également actuel CEO de la société Aria. Mais qu'est-ce que vous faites à Aria exactement? Bonjour à tous. Alors chez Aria, en fait, on propose un service pour les travailleurs indépendants lorsqu'ils subissent des fluctuations de revenus et des problèmes de trésorerie qui peuvent subvenir de façon régulière. Un indépendant a par nature des fluctuations de revenus qui peut être liées à une fluctuation d'activité, qui peut être liée à plein d'autres facteurs, le fait de tomber quelques jours en indisponibilité, en congé, peut prendre quelques jours de congé. Alors le cas extrême là, des derniers mois est un peu extrême et pas très régulier dans l'activité d'un indépendant, mais on voit bien l'activité d'un indépendant est extrêmement fluctuante, ça a des conséquences sur sa trésorerie, et un problème de trésorerie peut aboutir à des conséquences un peu plus importantes pour un indépendant. Et donc nous, on propose une avance de revenus. C'est comme un petit prêt qu'on propose aux indépendants, qui représente environ 30, 40, 50% du revenu moyen, ce qui permet à l'indépendant d'avoir un petit coussin d'air lorsqu'il a un problème de trésorerie, et puis il peut rembourser cette avance de trésorerie dans les prochains mois en fonction de son activité, de la reprise de son activité. L'avantage d'Aria, c'est que par rapport aux solutions concurrentes, on est beaucoup plus rapide et moins cher que les solutions comme le crédit consommation, ce genre d'autres solutions. Voilà en 2 mots ce qu'on propose chez Aria. Entendu. Merci beaucoup Clément. Maintenant, je me tourne vers notre Romaric. Donc Romaric, tu es conseiller sur le support client pour la société Portail Auto-Entrepreneur. Tu es également un passionné de vélo aussi, donc ça tombe bien. On est très content que tu nous rejoignes pour ce webinaire. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le Portail Auto-Entrepreneur et également ton rôle? Ouais. Bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Romaric du Portail Auto-Entrepreneur, comme l'a dit Nicolas. Passionné de vélo, je vais au travail à vélo notamment. Et mon rôle au quotidien est d'accompagner les auto-entrepreneurs dans leur création
du statut d'auto-entrepreneur et aussi au quotidien dans leur gestion. Voilà, on verra un peu plus tard exactement tout ce qu'on peut vous apporter, et notamment au coursier à vélo. Eh ben, écoutez, on va commencer avec la première thématique. Ça va être comment se lancer du coup dans son activité de coursier à vélo. J'ai une première question pour toi, Romaric. Qui peut devenir comme un coursier à vélo? Un peu tout le monde, même tout le monde. Donc, le principal, c'est de résider en France pour devenir coursier, d'être majeur. Et puis, majoritairement, la plupart des coursiers sont aussi auto-entrepreneurs. Peut-être je vais me tourner vers toi, Faustine. Au niveau du matériel, on va avoir besoin de quoi quand on veut se lancer coursier à vélo? À quoi est-ce que je dois penser? Alors, tout d'abord, la principale, ça va être le vélo, dans un premier temps. Un bon vélo, c'est ne pas hésiter à mettre un petit peu d'argent dessus parce que c'est très important, c'est le principal outil de travail. Pour certains, je conseillerais même le vélo électrique si c'est possible. Il y a énormément de subventions qui existent et qui sont proposées par l'État. Ensuite, il faut un smartphone. Je aussi conseille de privilégier une batterie externe en cas de petits soucis de batterie. Après, évidemment, la protection, donc un casque. Chez Hyper, nous fournissons des sacs à dos équipés de bandes réfléchissantes. Donc, peut-être un coupe-vent, pas forcément avec des bandes réfléchissantes dessus, mais au moins un bon coupe-vent parce que là, il commence à faire un petit peu froid. Et puis, un petit kit de réparation, histoire de ne pas avoir de problème pendant les tournées parce que lorsqu'un coursier a un souci sur la route, ça devient très vite compliqué et la soirée est un petit peu gâchée. Donc voilà. Mais principalement, un vélo, un smartphone et un bon casque, tout va bien. Et le smartphone, il peut le placer sur son guidon, si j'ai bien compris? Oui, alors, Comme ça, il peut avancer en toute sécurité. je préconise une sorte de petite attache sur le vélo ou même au niveau de l'avant-bras. Comme ça, il n'y a pas besoin de le sortir de sa poche, etc., faire tomber le téléphone et même entraîner des accidents. Donc oui, un petit clip sur le vélo est quasi indispensable, en effet. Entendu. Comme ça, vous êtes tous parés. Une question, concrètement, Romaric. Moi, si je veux devenir coursier à vélo, comment ça se passe? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois me déplacer? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que j'ai des choses à penser concrètement? Oui, il y a beaucoup de choses. Donc, comme on l'a dit, la plupart des coursiers à vélo sont auto-entrepreneurs. J'imagine que c'est le cas pour ceux qui travaillent avec Faustine. Pour devenir auto-entrepreneur, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, déjà, il y a la version, on va dire, classique, c'est passer par l'administration directement. Pour devenir auto-entrepreneur, il faut être enregistré au registre du commerce pour obtenir aussi le numéro de SIRET et ensuite pouvoir s'inscrire sur les plateformes. Donc, le moyen le plus commun, on va dire, c'est de passer par le site qui s'appelle Infogreffe. Les démarches, malheureusement, peuvent s'avérer un peu compliquées, un peu fastidieuses. Hein. Donc, c'est là où nous, on peut intervenir, le portail auto-entrepreneur. Avec mon rôle, donc, c'est de conseiller et d'aider dans les formalités pour obtenir ce fameux numéro de SIRET. Okay. Après, on va dire au lancement, on peut bénéficier d'aide aussi, si j'ai compris. Peut-être Faustine, Romaric, concrètement, à quelle aide je peux avoir droit quand je me lance dans cette activité? Faustine? Alors nous, évidemment, si un coursier ou un futur coursier vient nous voir et nous pose tout un tas de questions, on est tout à fait disponible et même on adore le faire. Aider, accompagner, envoyer vers du coup les bonnes personnes, notamment Portail Entrepreneur, qu'on aime beaucoup. Mais on est là pour répondre à toutes leurs questions et vraiment les accompagner dans leur démarche s'ils le souhaitent. Entendu. Je crois également on peut faire une demande d'aide auprès de la CAF aussi. C'est compatible avec le statut, la prime d'activité, je crois? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est possible. Et il y a aussi une autre aide qui est très importante pour nos amis coursiers, c'est d'obtenir l'ACRE. C'est souvent possible que pour les jeunes, notamment. Donc, il y a beaucoup de coursiers qui sont étudiants. Tous les entrepreneurs qui ont moins de 25 ans peuvent obtenir l'ACRE et ainsi payer moins de charges pendant la première année de leur activité. C'est aussi le cas pour les demandeurs d'emploi.
Ils peuvent aussi bénéficier d'autres aides, mais ça, à voir directement avec Pôle emploi. Voilà, il y a aussi d'autres possibilités qui permettent de débloquer un capital. Mais par contre, en contrepartie, les indemnités de Pôle emploi ne sont plus régulières. Entendu. Je m'adresse à toi maintenant, Clément. Au niveau du lancement, encore une fois, on sait qu'on est dans une période délicate. Est-ce que tu as quelques conseils financiers à partager, du coup, au moment du lancement? Oui, tout à fait. Donc, j'en vois deux. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité. Alors, même si d'après la loi PAC, en fait, si on a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 10 000 euros pendant 2 années consécutives, on n'est pas obligé d'avoir un compte bancaire dédié. Dans les faits, avoir un compte bancaire dédié peut grandement faciliter la gestion de son activité. Alors, quand je dis compte bancaire dédié, c'est pas forcément un compte professionnel. Donc, un compte professionnel va être un compte qui va être plutôt pour des TPE ou des PME. Il va y avoir un certain nombre de services associés à ces comptes qui vont avoir un impact sur la tarification. Donc voilà, pas forcément, il n'y a pas une obligation d'avoir un compte professionnel, un compte bancaire professionnel, mais un compte en tout cas séparé, un compte dédié à cette activité. Donc vous pensez à toutes les néobanques, les comptes en ligne ou les banques plus traditionnelles avec un compte particulier. Quels intérêts ça a? Bon, déjà, ça permet de ne pas mélanger le compte personnel et les revenus de son activité professionnelle. Donc déjà, d'un premier côté, les comptes sont plus lisibles. Vos déclarations URSSAF seront beaucoup plus faciles à faire. Si un jour vous êtes soumis à la TVA, c'est également plus simple. Et en cas de contrôle de l'URSSAF, ce qui peut arriver un jour, c'est également plus simple de justifier un certain nombre de choses. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir a priori un moyen de paiement qui sera dédié à votre activité, ce qui vous permettra également d'avoir une comptabilité plus claire. Et si jamais un jour vous dépassez les seuils, au moins vous n'avez pas besoin de rapidement ouvrir un compte en urgence. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment d'essayer d'anticiper. En fait, quand on est auto-entrepreneur, alors on n'a pas des salariés à gérer, mais on est comme un petit chef d'entreprise et il faut essayer d'anticiper un maximum. Alors, on va anticiper en tant que personne sur sa santé, on va avoir une assurance santé, une mutuelle. De la même manière, il faudrait anticiper un peu, comme un chef d'entreprise, sur sa trésorerie. Parce que la trésorerie, c'est quelque chose qui peut être problématique lorsqu'on a des problèmes de trésorerie. Ça peut mettre en péril l'activité d'une entreprise, mais aussi d'un auto-entrepreneur. Et donc, quelques conseils comme ça lorsqu'on démarre. Alors là, c'est des conseils qui sont un peu compliqués à mettre en place en période de crise comme on le vit actuellement. Mais en tout cas, voilà, quand j'espère que ça va revenir a priori à un rythme, à une activité plus normale. Voilà, ce qui est important, c'est d'essayer d'anticiper finalement les grandes dépenses qu'on va avoir dans les prochains mois, dans la prochaine année. Donc, typiquement, sa fiscalité, il faut bien penser à mettre de côté pour sa fiscalité. Il faut penser éventuellement qu'on va avoir des problèmes avec son matériel un jour ou l'autre. Donc, voilà, se dire potentiellement dans l'année, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des dépenses qui vont être liées à mon matériel. Il peut y avoir également des projets plus personnels, comme par exemple des congés qu'on va vouloir prendre. Donc, ce que je recommande, moi, c'est de pouvoir, à chaque entrée d'argent, finalement, essayer d'alimenter ces objectifs avec une petite somme d'argent, avec finalement un principe un peu d'autoprotection en épargnant à chaque entrée d'argent. La deuxième chose, ce serait de pouvoir essayer de définir une sorte de rémunération moyenne que vous comptez gagner, que vous pensez gagner, que vous allez peut-être observer après 3 ou 4 mois d'activité. Une fois que vous avez défini cette rémunération moyenne, si jamais vous faites un mois avec un revenu supérieur à cette rémunération moyenne, bah, vous avez tout intérêt, par exemple, à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, ne pas vous verser l'intégralité de votre revenu sur votre compte personnel pour avoir une sorte de petite trésorerie qui va s'accumuler. Comme ça, si un jour vous avez un problème à court terme sur un mois donné, et ben, vous pourrez piocher dans cette petite épargne que vous êtes constituée en cas de problème. Donc voilà, ça c'est les deux conseils, un compte dédié et essayer d'anticiper un maximum ses dépenses et ses revenus. Et puis après, en cas d'imprévu, on verra les solutions un peu plus tard dans le webinaire, ce qui peut... On va y revenir en fin de partie. Alors déjà, merci pour ces conseils, Clément. Je pense que ça va être utile à nos auditeurs. Écoutez, on a déjà terminé sur cette première partie. Je vous propose de continuer avec la thématique des plateformes. Je vais maintenant m'adresser à Faustine. Une question que les gens peuvent se poser. Comment choisir la bonne plateforme ? Alors, déjà, je pense qu'il faut déterminer ce que l'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite travailler toute la journée, donc le midi, le soir? Est-ce qu'on souhaite travailler toute la semaine, du lundi au vendredi?
uniquement le week-end? Est-ce qu'on souhaite livrer des repas ou faire une autre activité? Nous, chez Hyper, on travaille du lundi au vendredi et exclusivement le soir. Donc, ce sont quelques critères à prendre en compte. Ce que je conseillerais, c'est tout d'abord d'aller sur le blog Coursier Job, qui permet en fait de faire le détail de toutes les offres qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, donc toutes les plateformes, et vous avez les avantages, les inconvénients de chaque plateforme. Déjà ça, et ensuite de savoir ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite travailler pour une grosse société, une plus petite société? La grosse société va avoir l'avantage de pouvoir activer son compte très rapidement, de pouvoir commencer les courses extrêmement rapidement, mais par contre va avoir l'inconvénient d'être peut-être moins disponible, avoir moins de soutien, moins d'aide lorsqu'on en aura besoin. La plus petite plateforme va peut-être mettre un tout petit peu plus de temps à valider votre profil, etc., faire une session d'information pour avoir toutes les informations nécessaires au bon déroulement des tournées. Mais d'un autre côté, vous allez avoir quelqu'un qui sera entièrement disponible tous les jours pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc voilà, tout dépend en fait de ce qu'on souhaite faire. Est-ce que ça va être notre activité principale? Est-ce que ça va être une activité secondaire pour un complément de revenu? Ce genre de choses est à prendre en compte et est très important pour la suite. Entendu. Souvent, quand je lis des choses en lien avec l'activité de coursier, j'entends parler de shift. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot vocabulaire? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors, ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Il va y avoir deux types en fait, de possibilités. Soit le coursier va s'enregistrer sur un shift, donc en fait, il va s'engager sur une période, donc par exemple 4 heures de temps, 5 heures de temps, ce genre de choses. Par exemple, je vais m'engager sur un midi. Ou alors, il va y avoir aussi une possibilité de se connecter directement sur l'app et prendre 2-3 courses vraiment au feeling en live, quoi. Donc, un shift, ça va être vraiment, on va pouvoir le réserver à l'avance, si tu veux. D'accord. Entendu. En tout cas, chez nous. Tu voulais dire quelque chose? Non. C'est tout bon? D'accord. Ouais. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et justement comment s'inscrire en fait sur une plateforme. Faustine, d'abord. Alors, chez nous, en tout cas, on peut passer par différentes possibilités. Soit vous allez directement sur le site de hyper.fr, soit vous allez sur Coursier Job, vous voyez que finalement Hyper vous intéresse et vous cliquez dessus. Et du coup, vous allez vous inscrire. On va vous demander tout un tas de documents. Donc, chez nous, il y en a quand même pas mal. Et en fait, ça correspond à peu près à ce qu'on demande pour devenir un coursier, un auto-entrepreneur. Donc, ça va être carte d'identité, extrait de casier judiciaire. Il nous faut bien évidemment votre RIB ou votre SIRET. Une assurance également, on la met en optionnel, mais elle est quand même très importante. Et après, il va y avoir une session d'information en ligne où vous allez pouvoir un peu découvrir ce qu'on fait, comment ça fonctionne, etc. Un petit quiz pour savoir si vous avez bien tout compris. Et puis après, vous allez être contacté dans les 48 à 72 heures pour effectuer votre premier shift du coup. J'ai entendu parler également, on a besoin d'un document qui s'appelle l'attestation de vigilance. Romaric, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, a priori, beaucoup de plateformes demandent ce document dès l'inscription. Cette attestation de vigilance, alors il faut savoir que pour les coursiers, c'est normal que vous ne l'ayez pas dès le début de votre activité, puisque c'est un document que l'URSSAF peut vous fournir dès lors que vous avez fait une déclaration de chiffre d'affaires, vous payez vos premières charges. Donc, en général, ça arrive entre 4 et 6 mois après le début de l'activité. Donc, ce document est souvent demandé, même par les plateformes les plus populaires. Voilà, pas d'inquiétude si vous ne l'avez pas au départ, c'est normal. Vous le demandez, vous, chez Hyper, Faustine? Alors, justement, en fait, c'est facultatif, tout simplement parce qu'il est hors de question qu'on refuse des coursiers qui n'ont pas encore commencé à rouler. Donc, il n'y a pas de souci. Chez nous, elle est facultative. Évidemment, pour nous, ça va être un gage de sécurité, mais on ne la demande pas de façon obligatoire. Entendu. Bon, au moins, comme ça, c'est clair. Je vous fais un petit rappel également aux personnes qui nous suivent. Hein. Si vous avez des questions, là, on vient de terminer la partie plateforme. N'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions qui se trouve sur la droite. On reviendra dessus en fin de webinaire. On va enchaîner du coup avec la troisième partie qui va être dédiée à comment gérer son activité, donc à la fois son auto-entreprise et l'exercice de son activité au quotidien.
Faustine, j'imagine qu'il y a des règles de sécurité à respecter, hein. Quand on est sur un vélo, on ne peut pas Bien faire sûr. n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ces règles? Alors, justement, sur le choix de la plateforme, c'est aussi très important de savoir si on souhaite livrer de la nourriture et du coup avoir une contrainte de temps assez importante, ou alors si on souhaite livrer autre chose et du coup la contrainte de temps est un petit peu moins importante. Lorsque vous commencez à rouler et lorsque vous êtes sur la route, vous allez représenter tout d'abord votre entreprise. C'est vous que vous représentez tout simplement parce que vous êtes votre propre entreprise. Vous avez évidemment les colis dans le sac à dos qui représentent Hyper, mais c'est avant tout vous et votre sécurité. Globalement, chez nous, on va être vraiment intransigeant quant à la sécurité. Respect du code de la route, je dirais que c'est la base. Donc, bien faire attention. Piste cyclable avant tout, feu rouge, on s'arrête, stop, on s'arrête, sens interdit, on n'y va pas si on n'y a pas le droit. Donc, vraiment là-dessus, je pense que c'est la base, mais c'est important de le rappeler. Il y a beaucoup trop d'accidents, surtout en ce moment. Tout le monde s'est mis à faire du vélo et certains ne savent pas très, très bien en faire. Donc, autant qu'on soit vraiment irréprochable de notre côté. D'accord, merci pour ce rappel. Maintenant, je me tourne vers toi, Romaric. On va rentrer un petit peu plus dans les détails sur le statut auto-entrepreneur. En fait, en tant qu'auto-entrepreneur, quelles vont être mes obligations au quotidien? Alors, il y a plusieurs obligations, donc, que ce soit fiscale ou sociale. La première, la plus importante, je dirais, ce sont les déclarations de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Donc, on en a parlé un tout petit peu avant avec notamment l'attestation de vigilance. Donc, ces déclarations, elles ont lieu soit tous les mois, soit tous les 3 mois selon votre choix. Et à ce moment-là, vous allez payer les charges sur votre chiffre d'affaires. Il y a juste le premier mois, il y a un petit temps de décalage, le temps que l'administration mette tout en place. C'est ça, ça peut prendre jusqu'à 4 ou 6 mois avant de faire la première déclaration. Et comment, du coup, je dois déclarer? Parce que, OK, on comprend l'URSSAF, mais où est-ce qu'ils doivent se rendre? Donc, il y a une plateforme spécifique de la part de l'URSSAF. Donc, il y a un site internet qui est très bien fait d'ailleurs, et aussi une application. Donc, il suffit de créer son compte sur le site de l'URSSAF et ensuite de se connecter pour faire les déclarations régulièrement. Après, c'est très bien fait, hein, les calculs des charges sont faits automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de sortir la calculatrice. Ces charges s'élèvent à 22% pour les coursiers. Et si vous bénéficiez de l'ACRE, ce qui est le cas pour en général tous les étudiants, si vous faites la demande, ces charges sont à 11% la première année. D'accord. Tu parlais d'obligations fiscales tout à l'heure. Ça me fait penser au niveau de l'imposition. Comment ça se passe? J'ai entendu dire qu'on pouvait peut-être choisir, si on était dans les conditions, le versement libératoire. C'est quoi le versement libératoire? C'est quoi la différence avec l'imposition classique? D'accord. Alors, il y a en effet la possibilité d'opter pour le versement libératoire. Donc, ça permet de payer l'imposition directement en même temps que les charges sociales auprès de l'URSSAF. Donc, soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Ce qui change de la version classique, qui, elle, donc vous faites la déclaration comme tout citoyen, comme si vous étiez salarié, retraité, une fois par an. Et après, il y a le calcul du taux d'imposition qui est fait. Le versement libératoire, c'est à la même somme à peu près tous les mois. Hein. Voilà, c'est un forfait en fait. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires. En effet. Alors, ce pourcentage, il peut paraître assez bas. Il faut savoir que pour les auto-entrepreneurs, ce n'est pas forcément aussi la meilleure solution. Hein. Ça vaut le coup de réfléchir, puisque si vous n'êtes pas imposable, l'impôt libératoire, lui, vous rendra imposable de fait. On parle souvent, du coup, depuis le début de ce webinaire, du cas des étudiants. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat, qu'on sache quel est votre profil. Quand je suis étudiant, en général, je ne vis plus chez mes parents, je suis dans un logement étudiant. Est-ce que ça peut poser souci au niveau de la domiciliation? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, pour un logement classique, ça ne posera pas de problème. A priori, des fois, avec les logements du Crous, c'est bien de vérifier si le Crous vous permet de domicilier votre auto-entreprise dans votre logement. Si ce n'est pas le cas, il y a des solutions, notamment avec des entreprises de domiciliation.
est-ce qu'ils doivent penser à autre chose, du coup, les auto-entrepreneurs? Peut-être en fin d'année, il y a des choses à payer qui vont tomber? Ouais, il y a la petite surprise, bon, pas forcément agréable, mais qui ne concerne pas tous les auto-entrepreneurs. C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc voilà, toute entreprise, même les auto-entrepreneurs auront cet impôt. Il va se baser sur certains critères, notamment le montant de votre chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est une fois par an, en décembre. Soyez vigilants et vérifiez bien votre espace professionnel sur impôt.gouv. Au niveau de l'assurance, est-ce que c'est obligatoire de souscrire à une assurance? Tout à l'heure, Faustine en parlait. Est-ce que tu peux nous reconfirmer pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Ah ouais, ce n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Voilà, l'assurance, un peu vous courir surtout quand vous êtes à vélo, il y a pas mal de risques. Les risques qu'expliquait Faustine il y a quelques minutes, les risques de la route. Si vous percutez un piéton, par exemple, il vaut mieux être couvert par une assurance au cas où vous vous blesserez. Justement, on vient de parler d'accident. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Clément, en fait, si je tombe malade ou alors si j'ai un accident de vélo? Ouais. Donc bon, il y a 4 options, quatre options. La première, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Bah, si en fait j'ai réussi à mettre un peu de côté avec un système un peu d'autoprotection, déjà je vais pouvoir, donc, suite à un arrêt de mes revenus, je vais pouvoir piocher un peu dans mon épargne temporairement. Je sais pas, disons pendant 2 semaines, j'ai un accident de vélo, je suis indisponible. Bah, je vais vraiment qu'à gagner 2 semaines, je vais peut-être pouvoir les piocher un peu dans mon épargne. La deuxième option, c'est d'avoir des indemnités journalières de l'assurance maladie. Alors, elles sont relativement limitées. C'est à partir de 5,46 € par jour jusqu'à 56 €. Il y a un certain nombre de critères à respecter. Il y en a notamment un qui est important, c'est d'avoir, sur les 3 dernières années, avoir eu un revenu annuel moyen supérieur à 5 800 €. Donc, ça, c'est un premier critère. Et le deuxième, c'est notamment d'être affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie depuis au moins 1 an. Donc, bon, ça, c'est la deuxième option. Généralement, c'est quand même relativement insuffisant. Et donc, il y a une troisième option qui peut venir compléter ce manque à gagner, c'est d'avoir souscrit à un mécanisme de prévoyance. Donc, la prévoyance, contrairement à l'assurance maladie, c'est un système d'assurance privée où c'est comme une mutuelle. En fait, c'est comme le principe quand on va chez le médecin, il y a l'assurance maladie, il y a une mutuelle qui vient compléter. Bon, le prévoyance, c'est un peu la même chose. C'est une assurance privée complémentaire. Donc, tous les mois, il faut payer donc un abonnement. Et donc là, ça pourra venir compléter les indemnités journalières. Et donc là, en fonction de du forfait, de l'option que vous prenez, vous allez avoir des compléments qui vont s'ajouter. Oui, à savoir que j'ai oublié de le dire, sur l'option 2, sur l'indemnité journalière de l'assurance maladie, il y a un délai de carence de 7 jours, c'est-à-dire que pendant les 7 premiers jours où vous êtes disponible, vous allez commencer à être indemnisé qu'à partir du 8e jour. Et puis la quatrième option, c'est d'utiliser un service comme Aria, qui vous permettrait, si vous avez vraiment un creux de trésorerie lié à un accident, de pouvoir demander une avance de revenus que vous allez rembourser les mois suivants. Entendu. Pour enchaîner toujours dans le même ordre d'idée, si j'ai une dépense qui n'était pas prévue, la réparation de mon vélo ou un achat de matériel supplémentaire, comment ça se passe du côté d'Aria? Alors du coup là, quand on dit imprévu, a priori, c'est qu'on n'a pas, si on n'a pas donc constitué d'épargne pour cette dépense. Donc là, il faut se tourner vers des solutions de financement, donc essayer de trouver des financements complémentaires. Donc on peut déjà, dans un premier temps, se tourner vers son entourage. Première solution, bon, c'est pas forcément toujours on n'a pas forcément envie, c'est pas toujours très agréable. La deuxième solution, c'est d'avoir recours à un découvert bancaire. Alors, la plupart d'entre vous, en tout cas nous, dans le cadre de notre activité, on demande aux indépendants de synchroniser leur compte. Donc, on a des statistiques un peu sur les banques que vous utilisez. La plupart d'entre vous utilisent des néobanques. Donc, les néobanques n'autorisent pas de découvert bancaire. Donc, déjà, c'est pas tout le temps accessible. Généralement, c'est limité à 50 € et il peut y avoir des frais quand même assez élevés. Donc, bon, le découvert bancaire, c'est jamais non plus la solution la meilleure. Troisième solution, c'est de faire un appel à un crédit consommation qui pourrait financer du matériel. Généralement, les crédits conso, c'est au moins sur 12 mois. Il y a des frais de dossier, donc ça peut revenir aussi rapidement assez cher.
Et donc, la quatrième solution, c'est d'utiliser. Donc, c'est aussi un peu la raison d'être d'Aria. C'est pourquoi aussi on s'est lancé. C'est typiquement pour ces cas de figure où vous pouvez avoir rapidement voilà, une somme d'argent qui vous permettrait donc de financer une dépense imprévue. Le gros intérêt par rapport à un crédit conso, c'est que vous n'avez pas à attendre 12 mois, vous allez payer des intérêts tous les 12 mois, parce qu'un crédit consommation, c'est minimum 12 mois. Et donc, avec Aria, vous pouvez rembourser en 3 mois. Donc, voilà, l'intérêt, c'est que vous payez moins de frais, et en fait, au fur et à mesure que vous remboursez votre avance, vos frais diminuent, ce qui n'est pas le cas avec un crédit conso. Donc, voilà un peu les 4 solutions. Et donc là, c'est plutôt une logique de financement vers laquelle il faut aller se tourner. Entendu. Eh bien, écoutez, je pense que c'est très clair pour cette partie. Je vous propose maintenant de passer au temps des questions. Alors, on va aller voir ce que la régie nous a sélectionné en question. Les questions vont arriver. Je crois que ça arrive plutôt pour une assurance RC Pro est obligatoire. Alors, on revient du coup sur la thématique des assurances. On remarque que tu en as un petit peu parlé, Clément également. Une assurance RC Pro est-elle obligatoire? Si oui, la plateforme assure-t-elle ses coursiers? Alors, la RC Pro n'est pas obligatoire, en tout cas pour cette activité. Voilà, pour le statut d'auto-entrepreneur en tant que coursier. Après, est-ce que certaines plateformes l'obligent, la demandent nécessairement? Ça, c'est une autre question. Comme le disait Faustine, elle le préconise, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, ce qu'elle dit. Est-ce que certaines plateformes assurent leurs coursiers? C'est aussi une bonne question. Je ne pense pas que ce soit possible. Il y a certaines plateformes qui vont proposer des partenariats avec des assurances. Je sais qu'AXA le fait pas mal. On est notamment sur un gros sujet là-dessus. Donc, les plus grosses plateformes vont pouvoir proposer un système de partenariat avec des assurances, mais la société en tant que telle n'assurera pas les coursiers, en fait. Voilà pour ta question, Florian. J'espère qu'on a répondu. On passe aux questions suivantes. Alors, on a... La CFE. Alors, on a une question de Martin. Martin nous demande, pour la CFE, si on est en dessous de 5 000 € de chiffre d'affaires, il me semble qu'on est exonéré. Est-ce qu'il y a quand même des démarches à faire sur ImpôGouv, par exemple? Alors, bonne question. Martin, en effet, donc, il est possible d'être exonéré en dessous d'un certain montant de chiffre d'affaires. Par contre, il faudra, dans tous les cas, faire cette déclaration de CFE à la fin de l'année sur le site des impôts. Donc, voilà, il faut quand même penser à se connecter au mois de décembre pour faire la déclaration, même si tu es exonéré de CFE. Oui, c'est systématique. De toute façon, il faut déclarer et après, ils voient s'ils doivent la régler. Voilà, dans tous les cas, la déclaration est obligatoire. La déclaration est obligatoire. On va passer à une question... La question d'Hippolyte. Alors, Hippolyte nous demande quel pourcentage épargner au minimum. Peut-être, ça, on peut poser la question à nouveau à Clément. Est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu pour... Ouais. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, épargner automatiquement son URSSAF. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, 22%. Si jamais on a l'ACRE, 11%. Ça, c'est important de se dire, voilà, cette somme-là, en fait, je vais devoir la verser d'ici 1 mois ou 3 mois, en fait. Donc, il faut de facto la mettre de côté, quoi. Donc, ça, c'est la première chose. Si on est soumis à la TVA, il faut rajouter donc la TVA. Et ensuite, je pense que c'est plutôt là le sens de la question d'Hippolyte, c'est quel pourcentage épargné. Donc après, tout ça va dépendre un peu des objectifs que vous êtes fixés. C'est-à-dire, par exemple, si on se dit que j'aurais besoin d'avoir des réparations de l'ordre de, je dis un peu n'importe quoi, mais peut-être de l'ordre de 150 € dans l'année, et à ce moment-là, je vais me dire, tous les mois, je vais essayer de mettre 10 € ou 15 € de côté pour ces réparations. Ça peut être la première chose. Donc, ça peut être une petite somme fixe qu'on va mettre tous les mois. Ça peut être un pourcentage dès lors que c'est l'URSSAF.
Et après, on peut se dire, voilà, si je veux mettre de côté, par exemple, 10% de côté en plus pour m'assurer une sorte de petite poche d'argent dans laquelle je vais pouvoir les piocher lorsque j'ai un mois plus calme, ça peut être aussi un autre ordre de grandeur. Donc, si on fait la somme, il y a donc 22 plus potentiellement entre 5 à 10%, plus potentiellement 15-20 euros pour financer d'autres dépenses. Après, c'est un peu au cas par cas et c'est une sorte de petit calcul que vous devez vous faire en fonction de vos objectifs. En tout cas, Hippolyte, on pourra en discuter si tu veux après en bilatéral. Je me tourne vers la régie si on a d'autres questions. Ah, une question de Jeanne. Jeanne, on nous demande si je suis étudiant, comment je fais pour les impôts? Donc, on avait déjà un petit peu répondu à ça, justement, dans le cas de je suis étudiant et je suis rattaché au régime fiscal de mes parents, au foyer fiscal de mes parents. Est-ce que tu peux quand même repréciser? Bien sûr, oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que souvent pour les étudiants, c'est aussi le début de la fiscalité et puis ça peut y avoir beaucoup de questions. Ça peut faire un peu peur parce que c'est un gros morceau qui arrive. Alors, il faut savoir que si vous êtes encore dans le foyer familial, vos parents pourront déclarer vos revenus. Mais par contre, si à l'inverse, vous êtes déjà imposable et que vous êtes sous votre propre foyer, dans ce cas, chaque année, lors de la déclaration d'impôt sur le revenu, il faudra déclarer vos revenus de l'auto-entreprise. Voilà, si la personne n'a pas non plus choisi le versement libératoire à la création du statut. Voilà. Il y a toujours cette possibilité. Voilà. Une autre question. Alors, une question de Pravin. Inscrit sur Hyper. Elle s'est inscrite sur Hyper. Eh bien, écoutez, je vais regarder ça. Voilà, on fait passer le message du coup. C'est ça, il n'y a pas de souci. On va regarder ça et ben, on va pendant que la régie cherche les questions, est-ce qu'on peut réexpliquer peut-être de manière très simple la protection sociale peut-être pour les auto-entrepreneurs coursiers à vélo? À quoi ils doivent penser, faire attention? Alors, à quoi ils ont droit aussi? Alors, déjà, c'était vraiment simplifié ces derniers temps. Désormais, voilà, les auto-entrepreneurs sont aussi affiliés à la CPM, comme les salariés. Donc, au niveau des démarches, il n'y a rien à faire de leur côté. Et s'ils ont allé au médecin, ça va se passer de la même manière. Donc, toujours la même carte vitale, le même numéro de sécurité sociale. Et il y aura aussi les remboursements sur les frais médicaux. Voilà, tout ça se fait automatiquement. L'auto-entrepreneur, lui, n'a rien à faire. Pour les indemnités journalières, comment ça se passe aussi? Les indemnités. Ce dont on parlait tout à l'heure, peut-être pour prendre le relais, donc en fait il faut avoir, donc c'est en cas de problème, enfin en cas de par exemple d'accident ou bon, il faut déjà avoir un document chez le médecin qui va justifier de son disponibilité, et puis ensuite il faut faire une demande directement sur le site de la CPM. Voilà, directement. Peut-être en complément sur la protection sociale, ce qu'il faut peut-être dire par rapport aux auto-entrepreneurs, c'est par rapport aux salariés, bon, déjà, il n'y a pas de cotisation au chômage, donc il n'y a pas de droit au chômage. Et sur un deuxième point qu'on oublie un peu parfois, c'est par rapport, bon, c'est des sujets un peu de long terme, hein, mais par rapport aux retraites, au droit à la retraite, un auto-entrepreneur a des droits un petit peu différents qu'un salarié parce qu'il va moins cotiser, mais du coup, il aura moins de droits. Alors, il va quand même valider ses trimestres dès lors qu'il dépasse un certain... C'est maximum 4, c'est bien ça. 4, pardon? Il valide maximum 4 trimestres, quoi qu'il en soit. Maximum 4 trimestres par an. Alors, il y a un seuil que j'ai plus en tête, hein, mais qui se trouve facilement. Il faut un revenu minimal pour valider ces trimestres. 12 000 euros. En fonction des revenus. 12 000 euros, dit Romaric. Voilà. Donc, dès lors qu'on dépasse ces seuils-là, on valide bien ces trimestres. En revanche, on cotise moins et donc la retraite d'un auto-entrepreneur sera plus faible. Il faut quand même avoir ça à l'esprit. Bon, là, il va y avoir on ne sait pas s'il va y avoir une réforme ou pas, hein, mais s'il y a une réforme dans les prochaines années des retraites, en plus avec ce régime par points, a priori, ce sujet ça va être 1 euro, on va converger vers 1 euro cotisé, donne un certain droit. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas, il faut anticiper de mettre un peu aussi de côté par d'autres mécanismes pour avoir une retraite complémentaire, par exemple. Merci pour le rappel sur la retraite, Clément. Je vais me tourner vers la régie si on a d'autres questions.
Peut-être revenir sur le… Ah, j'ai une nouvelle question de… À nouveau de Jeanne. Alors, Jeanne nous demande combien est-ce que je peux espérer gagner en étant coursier à vélo? Peut-être Faustine? Alors, tout dépend encore une fois du modèle qu'on choisit. Est-ce qu'on veut que ce soit un complément de revenu et du coup, on n'y passe pas non plus nos journées? Moi, je conseille d'être sur différentes plateformes. Déjà parce que ça vous permet de pouvoir aussi changer de temps en temps d'activité et c'est plutôt sympathique. Parce que par exemple, nous, on ne peut pas vous assurer des shifts tous les soirs si jamais nos volumes fluctuent vraiment en fonction des jours et du coup, il y a des soirs où en fait, on ne pourra pas vous faire rouler. Donc c'est pour ça qu'on conseille et fortement même de faire d'autres choses à côté. Donc soit travailler sur une autre plateforme, soit avoir une autre activité vraiment complémentaire. Combien est-ce que je peux gagner? Ça dépend vraiment des profils, ça dépend aussi, je dirais, entre 600 et chez nous, ça peut monter jusqu'à 1200, 1300 euros par mois. Entendu. Voilà qui répond à ta question, Jeanne. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Alors, je rappelle aux participants, vous pouvez répondre à nos sondages pour qu'on sache un petit peu vos profils. Martin, tout à l'heure, disait qu'il était étudiant. Merci à toi. Comme quoi, on avait raison que les étudiants allaient assister à ce webinaire. Simplement pour repréciser, bien évidemment, ce webinaire sera en replay pour répondre à Mohamed qui nous demande du coup si on pourra rediffuser un lien. Tout à fait, vous retrouverez à la fois sur la communauté des entrepreneurs et les autres réseaux sociaux. On va tout rediffuser. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à partager? Est-ce que quelqu'un parmi nos intervenants professionnels veut rajouter un mot de la fin? Je commence par toi, peut-être, Faustine? En tout cas, vous êtes les bienvenus chez Hyper. Comme je disais, on est sur une vingtaine de zones en France, donc n'hésitez pas. Je suis actuellement à Marseille pour ouvrir un gros hub, donc n'hésitez vraiment pas à venir sur notre site ou même à nous envoyer un petit mail à rider@hyper.fr pour avoir un peu plus d'informations, pour nous poser toutes les questions que vous voulez. On est vraiment entièrement à votre disposition. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent à ce webinaire. Ça fait très plaisir et j'espère qu'on aura répondu à l'ensemble de vos questions. Avec plaisir. On passe du coup à Clément. Un petit dernier mot? Je vous remercie également pour votre présence. Également, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que fait Aria. N'hésitez pas. On est partenaire à la fois d'Hyper et de Portail Auto-entrepreneur. Donc, grâce à ces deux partenaires, vous pouvez avoir des avantages tarifaires. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire avec les codes promo respectifs. Et puis voilà, je suis disponible. En tout cas, toute l'équipe est disponible si vous avez des questions sur le service, si vous voulez des précisions. Si vous voulez qu'on reparle un peu plus précisément de chaque cas particulier, notamment sur les règles d'épargne, voilà, je suis disponible et merci pour votre présence et bonne journée à tous. Romaric, à toi, le mot de la fin. Je remercie Nicolas d'avoir organisé ce webinaire. Pour les coursiers, surtout, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions plus tard ou besoin d'assistance au niveau de vos déclarations, que ce soit les déclarations de chiffre d'affaires, les déclarations de CFE ou même d'impôts, à nous rejoindre sur le portail auto-entrepreneur pour qu'on vous aide dans ces étapes. Et puis, bonne route à tous. Et également pour les personnes membres de la communauté, je vais mettre le lien à l'intérieur de la communauté pour ce webinaire. J'attends vos questions et je les ferai remonter à notre Romaric. Bien, écoutez, je crois que ce webinaire touche à sa fin. Il me reste simplement à vous remercier tous les trois, nos intervenants professionnels, donc Faustine pour la société Hyper, Clément pour la société Aria et Romaric pour la société Portail Auto-entrepreneur. Et ben, je vous dis à très bientôt, en tout cas pour ma part sur la communauté, et vous vous retrouvez sur replay disponible très prochainement. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire peut-être. Ça marche avec grand plaisir.
À bientôt. Au À revoir. bientôt. Ah.